Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire AT Internet. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée pour ces quelques minutes de retard. Il y a eu un petit souci de son. Il semblerait que j'étais en train de parler dans le vide. Alors, on va essayer de rattraper un petit peu ces quelques minutes de perdu. Tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique donc de l'intégration des données Digital Analytics au cœur des projets Big Data. Alors tout d'abord, je me présente, donc Marion Joffre, Product Manager chez Ata Internet, en charge en partie donc de cette nouvelle API Dataflow. Bonjour à tous, je suis Yann Watt, consultant en Web Analytics. J'accompagnerai Marion sur ce webinaire pour répondre à vos questions. Voilà, donc Yann sera en appui. Alors je crois qu'il y a un écho par contre. Voilà, je pense que là c'est mieux, on avait double micro. Voilà, donc Yann sera en appui à la fin de la session si jamais vous avez des questions très techniques. Donc à ce propos, n'hésitez pas à utiliser la petite zone de chat que vous avez dans l'outil GoToWebinar pour nous envoyer toutes les questions au fil de l'eau. Soit Yann y répondra au fil de l'eau, ou pour les questions peut-être qui peuvent intéresser tout le monde, on prendra un petit peu de temps à la fin de la session pour les balayer ensemble. Alors, au programme de cette session, on va revenir un petit peu sur la notion de Big Data. On sait que c'est un contexte un petit peu large, donc on va essayer de le définir. Et surtout, on va essayer de voir comment est-ce que ces notions-là peuvent s'appliquer, en tout cas, ou intégrer des données analytics pour améliorer la connaissance de vos clients. On va bien évidemment parler de Dataflow, qui est donc cette nouvelle API qui va vous permettre d'extraire des données en nombre. Et on va passer, puisque je sais que c'est quelque chose qui est toujours très attendu, à une démonstration de l'outil et de l'interface pour que vous puissiez vraiment vous projeter sur son fonctionnement. Et on reviendra sur les éléments essentiels et la façon dont on peut vous accompagner en dernière partie. Alors quand on parle de big data, c'est vrai qu'on a toujours tendance à mélanger un petit peu énormément de choses. Les définitions qui ont été réalisées par beaucoup d'entreprises ou de cabinets d'audit sont toutes un petit peu différentes, mais c'est vrai que on est aujourd'hui sur une approche autour de la notion de ce qu'ils appellent les 5 V, qui est unanime en tout cas dans l'industrie, qui va caractériser la notion de big data au travers de différents éléments comme le volume, la quantité d'informations que vous allez utiliser pour pouvoir exploiter, trouver des enseignements derrière, la variété d'informations, de données. On est sur des fichiers structurés, non structurés, des photos, des fichiers texte, des vidéos, enfin énormément de choses. La vélocité, bien évidemment, qui est très importante puisqu'aujourd'hui la donnée se déplace très très vite, de plus en plus vite, ne serait-ce que lorsqu'on voit l'utilisation des réseaux sociaux telle qu'elle elle est faite. Et un autre élément aussi très important va concerner la véracité de l'information, la fiabilité de la donnée, de manière à ce qu'on puisse avoir une information de qualité et qui soit précise, sur laquelle on va pouvoir mettre en place des actions qui sont adaptées à la population. Et le dernier V qui pour moi est essentiel, la valeur. On peut avoir une quantité de données très importante si on n'arrive pas malheureusement à en tirer des enseignements et à en tirer de la valeur derrière, ce sera un projet qui pourra être déceptif. Alors lorsqu'on parle de big data, on a déjà grand nombre d'exemples sur à peu près tous les secteurs d'activité, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, avec Walmart historiquement qui a commencé à faire du big data il y a très longtemps, American Express qui a également très vite utilisé ces méthodologies pour détecter de la fraude via des paiements, ou par exemple de la prédiction sur les comptes qui vont fermer. Donc, par exemple, sur le marché australien, ils ont réussi à anticiper à peu près 24% des comptes qui vont se fermer dans les 4 prochains mois. Donc ça, c'est des enseignements assez riches. Netflix aussi, je pense que vous connaissez leur moteur de recommandation qui se base sur ce que vous avez déjà commencé à regarder pour vous suggérer de nouveaux types de contenus.
Alors, en valeur, pour vous donner une idée, on est aujourd'hui sur des éléments qui sont réels, c'est-à-dire qu'on parle souvent du big data comme quelque chose qui va arriver. En réalité, c'est quelque chose qui est déjà là depuis très longtemps. Lorsqu'on voit qu'il y a 40 000 recherches par seconde sur Google, environ 300 000 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque minute, 1000 milliards de photos ont été prises en 2015 et grand nombre d'entre elles ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, et étant donné cette quantité d'informations, on est encore sur un périmètre d'analyse qui est très restreint puisque uniquement 5% des données au total sont analysées et utilisées, ce qui nous indique qu'il y a encore une très belle marge de progression, en tout cas en termes d'analyse. Alors, quel est le lien de tout ça avec le digital analytics? Aujourd'hui, dans les solutions Internet, on va cibler en fait différents types d'utilisateurs. On va avoir différents profils qui vont exploiter les datas que nous mesurons. On a des profils business users et des business analysts qui vont utiliser la plupart du temps nos interfaces, nos différents outils, que ce soit Data Query, le dashboard, le report, ou qui vont aussi intégrer ces données analytics dans des outils tiers de DataVis pour pouvoir faire un reporting qui va consolider différentes informations qui proviennent de plusieurs outils, mais aussi le profil de type Data Scientist, qui est un nouveau profil qu'on va adresser justement avec cette offre Dataflow, qui lui a besoin de données sous un format très spécifique, à un niveau très fin, très granulaire, pour pouvoir ensuite réexploiter ces données dans le cadre de projets BI et Big Data. Alors concrètement, ces projets-là, on va parler d'énormément de choses différentes, mais qui signifient un petit peu tous la même chose. On est dans une démarche où finalement on va essayer d'extraire un maximum d'informations sur la totalité de nos clients et de nos utilisateurs, de manière à pouvoir les consolider entre elles au travers de toutes les sources marketing, travers de tous les outils marketing ou voire même juridiques, financiers, de type CRM, pour pouvoir ensuite agréger ces informations et avoir une vue complète. Alors ces projets de type data lake, dans le cadre en tout cas de l'exploitation des données analytics, peuvent être utilisés pour plusieurs choses. Ça peut être utilisé bien évidemment pour faire un reporting consolidé comme je viens de l'évoquer. Ça peut être aussi pour construire des moteurs de recommandation intelligents et prédictifs sur des comportements d'achat, notamment pour les sites e-commerce par exemple, ou pour la mise en place tout simplement d'une démarche un petit peu plus exploratoire de machine learning supervisée ou automatisée qui finalement va nous permettre de trouver des informations, mais on ne sait pas encore précisément qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, par rapport à des secteurs d'activité qui sont propres à la data et comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter, je vous ai mis ici quelques exemples, mais on pourrait exploiter donc les données analytics de manière à pouvoir améliorer, par exemple, des services ou l'utilisation en tout cas d'un site de manière à améliorer les performances. Par exemple, sur un site de petites annonces, vous aidez lorsque vous déposez une annonce à imaginer et trouver le prix le plus cohérent par rapport au produit que vous êtes en train de vendre, ou vous indiquer par exemple quel serait le meilleur descriptif possible pour le produit en question sur la base de toutes les conversions qui ont déjà été réalisées sur la plateforme. Au niveau des banques et assurances, on va y revenir un petit peu plus en détail juste après. On peut étudier le comportement marketing cross-canal de manière à pouvoir optimiser les campagnes. Ah, je crois qu'il y a des petits soucis de son. Alors c'est dommage. Je vais essayer de voir si, en ralentissant un petit peu quelques minutes, quelques secondes, ça permet de repartir. C'est vrai que le réseau est toujours très capricieux. Alors j'espère que vous m'entendez. Si jamais il y a vraiment des trop grosses coupures au niveau du son, sachez que on est en train d'enregistrer la session et que on va vous mettre à disposition sur notre chaîne YouTube les slides et enfin la présentation, et vous aurez sur SlideShare les slides. Donc si jamais c'est vraiment insupportable, on vous enverra par la suite l'enregistrement. Alors je reviens à mes exemples. Sur la partie média, on peut imaginer exploiter la data analytics pour mieux qualifier l'audience et pour personnaliser l'expérience. On sait que c'est très important de connaître le profil du visiteur et surtout de le suivre dans sa consommation multisite, si tant est que vous avez une galaxie d'univers très différents. Et sur du e-commerce, l'optimisation bien évidemment des coûts d'acquisition, mais aussi la rétention et la fidélisation des clients au travers de mécanismes d'upsell intelligents, de cross-sell et des modèles prédictifs d'achat.
Alors pourquoi utiliser la donnée analytics dans le cadre de ces analyses-là? Tout simplement parce que la donnée analytics, elle est extrêmement fiable. C'est-à-dire que ce sont des données first party, ce sont des données que nous collectons pour vous, mais qui vous sont exclusives, personne d'autre n'y accède, et qui sont extrêmement riches d'enseignements par rapport à la façon dont vos visiteurs vont interagir avec votre marque et vont naviguer sur votre site. De plus, si le marquage est constant, ces données-là, vous allez pouvoir les utiliser dans le temps et vous créez tout un historique de données sur une quantité de visiteurs qui peut être très très importante. Et comme vous pouvez le voir dans cette étude d'e-consultancy, le Web Analytics est vraiment une des premières sources qui va être exploitée pour améliorer l'expérience client. Et si on la cumule et on la jointe avec des données de CRM, alors ça va vous donner vraiment une vision extrêmement large d'un comportement d'achat à partir du moment où vous avez un prospect jusqu'au moment où il va convertir et jusqu'au moment où, par exemple, il va faire appel à votre service après-vente. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais faire un sondage. Donc, vous allez avoir un sondage qui va apparaître sur votre écran. J'aimerais savoir par rapport à la population que j'ai en face de moi aujourd'hui et les participants de ce webinaire, si le big data est déjà une réalité pour vous dans votre entreprise et à quel stade est-ce que vous situez. Donc, vous avez normalement un sondage qui est en train d'apparaître. Vous avez 3 choix possibles. Donc, par rapport à la maturité de la démarche, si vous pouvez prendre juste quelques secondes pour pouvoir y répondre, ce serait très sympa et on va ensuite essayer de commenter les résultats en direct. Alors je vois que déjà il y a eu un grand nombre de réponses. On va attendre encore quelques secondes. Je pense qu'on est à peu près à 80% de personnes qui ont répondu. Ça commence à être plutôt représentatif. On va attendre encore. Je vois que ça continue d'augmenter. Allez, on va fermer. On va essayer donc de voir les résultats ensemble. Donc effectivement, on a quand même un grand nombre donc d'entreprises, enfin parmi les participants aujourd'hui, qui sont déjà dans une démarche où la prise de conscience a été réalisée et j'imagine que l'intérêt de ces projets-là a déjà été mesuré et donc on est pour la plupart sur une démarche déjà où quelques projets ont été initiés, mais j'imagine qu'il y a peut-être encore des zones d'ombre et sur la façon surtout d'exploiter correctement la donnée. Alors ça tombe bien puisqu'on va au travers du contenu qui nous reste à voir ensemble, on va vous montrer vraiment la valeur que les données data internet vont vous apporter et on passera après sur la démonstration. Alors sur des use cases, je prends volontairement l'exemple du secteur de la banque puisque en fait c'est une des industries qui est le plus avancée aujourd'hui sur cette thématique. Alors c'est vrai qu'historiquement c'est un marché c'est un secteur qui a beaucoup évolué puisque historiquement l'agence bancaire était vraiment l'élément central et l'élément unique des interactions. Il y avait une relation de confiance avec son banquier. On se rendait systématiquement sur place dès qu'on voulait réaliser une action. Aujourd'hui, ces comportements-là sont en train d'évoluer. L'agence même est en train de se révolutionner, de se transformer. On est face à des utilisateurs qui sont hyper connectés, qui vont comparer les différents services d'une banque à une autre. On a également de nouveaux acteurs de type banque en ligne qui sont venus un petit peu disrupter ce marché. Et on est dans une démarche aujourd'hui où je pense que la plupart des clients d'une banque vont essayer vraiment de considérer que leur argent signifie finalement que la banque leur est redevable et donc doit leur rendre des comptes et en tout cas leur proposer des services qui sont le plus adaptés par rapport à leur profil à eux. Donc les clients acceptent globalement de partager un maximum et de donner plus d'informations sur qui ils sont, quels sont leurs centres d'intérêt, quels sont les projets qu'ils vont avoir, mais en contrepartie, ils attendent une expérience multicanal qui soit cohérente et qui soit personnalisée.
Donc, si on reste toujours sur le secteur de la banque, ce qui est intéressant, c'est de se dire par exemple que si on découpe les analyses par typologie de produits et de services qui sont proposés, admettons un livret A, ce qui va être intéressant, c'est de regarder sur les conversions de ce livret A des X derniers mois, quels ont été les points d'interaction principaux et dans quel ordre est-ce que ces interactions ont eu lieu, puisque on peut commencer à se renseigner en appelant un call center, en allant ensuite en agence ou en le faisant directement depuis son application mobile, puisqu'aujourd'hui on peut faire énormément de choses. Et sur la base de cet historique de conversion, on va pouvoir en déduire des comportements spécifiques, de manière à pouvoir adapter les messages marketing avant même que la personne ait fait l'étape d'après de faire la démarche de se renseigner auprès d'une agence ou auprès d'un call center. Ce qui va vous permettre en fait d'adapter le format. Si vous savez que la plupart des gens finalisent le processus d'achat sur un device de type smartphone, à ce moment-là, vous allez utiliser des formats de communication qui seront peut-être beaucoup plus courts et plus synthétiques, avec des mécanismes de push notification, là où finalement l'emailing sera peut-être moins adapté à un support de type mobile. Le plus important dans tout ça, bien évidemment, pour avoir cette vue offline et online, ça va être d'utiliser un référentiel client unique. Et c'est en ça que les données analytics, vous allez devoir les extraire de notre système et vous allez devoir les exploiter ailleurs, puisque nous, dans notre environnement aujourd'hui, nous n'avons pas cette vue d'ensemble. Mais si vous avez une ID de visiteur qui est commun à tous ces points d'interaction, alors vous allez pouvoir recréer son parcours. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir apporter de la flexibilité, de la réactivité, vous allez pouvoir analyser le parcours client et vous allez surtout pouvoir gérer en continu cette relation puisqu'elle va évoluer au fil de l'eau. Il y a une notion aussi d'immédiateté avec le mobile banking, comme on le disait tout à l'heure, on peut faire énormément de choses de manière complètement autonome, donc il faut pouvoir être capable de le gérer et il va falloir être capable d'assurer la diffusion de l'information par rapport à un visiteur, par rapport à un client d'une manière très transverse et multicanale afin que l'expérience soit fluide. Alors si on passe sur l'industrie de la vente en ligne, là aussi il y a énormément de choses qui peuvent s'imaginer. Historiquement, on était bien évidemment sur un split entre la vente physique et la vente en ligne. Aujourd'hui, les deux mondes sont en train de se réunir. On est sur une approche de digitalisation des points de vente. On démultiplie les canaux, mais de manière extrêmement complémentaire. Le souci, c'est que aujourd'hui, les clients peuvent accéder très facilement à des comparateurs de prix. Ils peuvent aller voir la concurrence en quelques clics. Et finalement peuvent se désengager vis-à-vis d'une marque à la première déception vis-à-vis d'une expérience. On sait par exemple que le mobile, l'utilisation de mobile est un élément central dans la préparation d'un achat. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte. Et bien évidemment, il y a énormément de nouvelles initiatives qui sont en train d'être mises en place avec la notion par exemple de ticket de caisse digital que vous recevez sur votre smartphone par exemple, sur votre application, qui est relié à votre carte de fidélité, qui va être relié donc à votre comportement digital et qui va permettre à la marque d'avoir une vue globale de la façon dont vous interagissez et les points d'achat des produits. Donc là encore, l'utilisateur accepte de partager des informations avec la plupart des marques. Mais en contrepartie, il y a une attente qui est assez exigeante par rapport à la pertinence des offres qui lui sont adressées et surtout par rapport à la pression marketing qui va lui être appliquée. Alors, dans une démarche e-commerce, on va principalement essayer d'améliorer le service et d'augmenter les conversions. Ça peut se faire de différentes manières. On va pouvoir exploiter par exemple les données analytics pour identifier des corrélations entre les différentes catégories de produits. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement un produit de type alimentaire est en fait très lié à un produit non alimentaire, par exemple des produits de lessive. On peut imaginer sur par exemple un drive alimentaire des liens de corrélation non évidents à premier abord entre de la lessive par exemple et de l'achat de yaourt. Je dis ça, c'est vraiment un exemple volontairement un peu farfelu, mais qui va permettre de mettre en avant des corrélations qui ne sortiraient pas au travers d'une analyse plus standard.
Bien évidemment, les données analytics peuvent aussi servir dans la gestion des stocks et des promotions, et aussi gérer tout ce qui va être la prédictibilité des achats et la saisonnalité des ventes. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur la base d'analyse, par exemple, des plusieurs mois qui ont précédé ou années qui ont précédé, on va pouvoir identifier à quelques jours près la saisonnalité de vente de certains produits. Là, si on reste sur du drive, encore une fois, on peut imaginer que les produits de type glace, bien évidemment, se vendent surtout l'été. Mais il y a des saisonnalités qui sont peut-être moins évidentes au premier abord, mais qui sont tout aussi intéressantes, puisque ça pourra permettre après au chef de gamme de pouvoir pousser des produits en fonction vraiment de la période à quelques jours. Et enfin, vous allez pouvoir aussi mettre en place de la prédiction d'achat. Alors, je cite le cas Amazon, je pense que vous connaissez tous, bien évidemment. Aujourd'hui, Amazon font énormément de choses. Ils ont été précurseurs sur toutes ces démarches-là. Bien évidemment, pour eux, c'est leur marque de fabrique. Ils font déjà de la recommandation sur la base des achats qui ont été réalisés, mais aussi sur les notes des différents acheteurs, mais aussi sur les comportements d'achat qui peuvent être similaires entre différents types de produits. Le tout dans l'objectif, bien évidemment, de vous proposer des services qui sont adaptés à ce que vous êtes en train de vivre au quotidien. Et Jeff Bezos a une citation que j'aime beaucoup qui dit la home page parfaite, c'est celle qui contient le produit que vous êtes sur le point d'acheter. Donc évidemment, ils sont dans une démarche d'amélioration permanente. Et ils vont même un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais sur certains types de produits qui s'achètent de manière récurrente, avec notamment les produits Dash, ils vont même en fait vous envoyer un produit avant même que vous l'ayez acheté. Donc ça, c'est extrêmement fort et ça fait partie des promesses d'innovation que fait Amazon, et c'est quelque chose qui développe énormément, en partie aussi pour l'image de marque, mais aussi pour la qualité du service. Et ce sont, je pense, des projets qui vont énormément évoluer encore sur les mois et années à venir. Alors, par rapport à notre service aujourd'hui, Dataflow, comment est-ce que ce service-là va pouvoir vous aider à utiliser les données analytics? Tout simplement en vous mettant à disposition une API spécifique Dataflow, qui est une API qui est très similaire à l'API de DataQuery pour ceux qui l'utilisent et qui la connaissent. C'est exactement la même syntaxe, mais c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Donc c'est vraiment une API à part entière qui est couplée à une interface de configuration qui est extrêmement simple. Donc on va le voir juste après. Dans la même idée que ce qu'on a essayé de construire avec DataQuery, l'idée ici, c'est de vous mettre à disposition une interface qui va vous cacher toute la complexité de l'API et qui va vous construire les requêtes sans que vous ayez besoin de connaître la syntaxe technique à proprement parler. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, on embarque une partie du processing data Internet dans les données qui sont extraites via le système Dataflow. C'est très important puisque ce ne sont pas des données brutes au sens tag du terme. C'est-à-dire que on va quand même enrichir un petit peu, on va précalculer quelques informations de manière à pouvoir identifier le visiteur, pouvoir identifier la visite, pouvoir identifier la géolocalisation et pouvoir identifier le device qui est utilisé. Si on ne fait pas ce premier niveau de retraitement, alors vous n'aurez pas toutes ces informations-là, ce qui rendra les données non exploitables. Également, si vous avez des règles Data Manager qui sont en place sur votre marquage, ces règles Data Manager s'appliqueront également aux data qui sont dans Dataflow, de manière à ce que vous ayez vraiment une cohérence des données, quel que soit l'environnement où vous allez les exploiter. Et la dernière composante est une composante très importante, puisque pour pouvoir extraire la totalité des actions qui sont réalisées par la totalité de vos visiteurs au cours de la période, il faut bien évidemment que cette API soit très performante et vous renvoie les données en un très bon temps de réponse. Alors pour ceux qui utilisent l'API DataQuery, j'ai mis un petit comparatif ici pour vraiment comprendre la différence. Dans l'API DataQuery, on est sur ce qu'on appelle un reporting chirurgical. On veut répondre à une question précise. Donc on va construire sa réponse avec le drag and drop des différentes dimensions et des métriques, mais on est déjà sur un périmètre très fin et très précis. On va pouvoir croiser des données entre elles, on va pouvoir lancer des calculs, on va pouvoir filtrer, faire des segments avancés. Donc par définition, on va isoler une partie du trafic pour pouvoir l'analyser dans le détail. Dans Dataflow,
d'où le gros tuyau rouge, on est dans une approche qui est à l'opposé, c'est-à-dire qu'on va vous transmettre la totalité des actions qui ont été réalisées par tous vos visiteurs. Donc on ne filtre pas, on ne segmente pas, c'est des choses que vous allez pouvoir réaliser vous de votre côté après dans votre environnement de BI. Et on a un niveau de détail qui est extrêmement fin, puisque on sait que pour pouvoir exploiter ces données par la suite, il vous faut des données qui soient non agrégées, qui soient non calculées. Donc on va vous transmettre en fait le détail de tous les événements un à un qui ont été réalisés, et vous pourrez ensuite calculer des ratios ou recréer vos custom métriques directement dans cet environnement Big Data. Et enfin, on est sur une granularité d'export horaire, donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir extraire dès que l'heure vient de se terminer, plus 5 minutes de délai de temps réel, vous allez pouvoir extraire les données de l'heure qui vient de se terminer et vous allez pouvoir appeler notre API toutes les heures pour pouvoir récupérer la totalité de la journée. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire. L'avantage ici, c'est que on est quand même sur des données relativement fraîches et récentes, puisque vous allez pouvoir les récupérer très très vite. Vous n'avez pas besoin d'attendre J+1 comme un export personnalisé par exemple, et vous allez avoir la totalité des informations. Et enfin, ça c'est une information très importante à garder en tête, la rétention de données de vos données dans notre API Dataflow est de 48 heures, plus 48 heures additionnelles en cas de problème au cours d'un week-end ou s'il y a eu un souci de côté client ou côté Internet. Mais ce sont donc des données qu'il va falloir venir récupérer au fil de l'eau en permanence. Alors, assez parlé, on va maintenant passer sur la démonstration de l'interface à proprement parler. Donc, je vais me connecter en direct. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Il y a un petit délai d'affichage, donc je vais attendre un petit peu que tout se charge. Voilà. Alors, lorsque vous avez souscrit à l'option Dataflow, vous la voyez apparaître ici, dans la zone configuration, au milieu. Donc, c'est une application à part entière qui a sa propre entrée. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un environnement qui va reprendre les flux qui ont été créés. Donc, si je fais un parallèle encore une fois avec Data Query, un flux correspond à la notion de template dans Data Query, c'est-à-dire que derrière chaque flux, vous avez une URL API qui est reliée à un site en particulier. Par contre, vous avez une notion qui n'existe nulle part ailleurs, qui est une notion d'univers. Donc si je clique sur Nouveau pour créer un nouveau flux, alors je vais devoir choisir l'univers dans lequel je vais vouloir créer ce flux. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, un univers, ce sont finalement des familles d'analyses. Donc l'environnement d'autopromotion, l'environnement Sales Tracker avec les commandes et les produits, l'environnement MV Testing, ou l'environnement Rich Media pour tout ce qui est analyse vidéo. Vous avez aussi également le publisher qui est extrêmement important. Et vous avez deux flux qui sont pour moi essentiels, qui sont les événements. Donc lorsqu'on parle d'événements ici, on va faire référence à tous les clics et à toutes les pages qui sont chargées au cours d'une visite. Et vous avez le flux visite qui lui est un petit peu particulier, qui va vous permettre de récupérer en fait tous les attributs qui sont uniques à une visite. Alors pour l'exemple, on va commencer par l'environnement visite. Donc lorsque vous arrivez sur l'environnement visite, on va ouvrir donc la page centrale de Dataflow qui est très très simple comme vous pouvez le voir. Vous avez ici donc la liste déroulante des sites. Vous allez pouvoir créer un flux sur plusieurs sites à la fois. Par exemple, je vais en sélectionner 3. Vous avez en bas dans la zone blanche des dimensions qui sont obligatoires, qui sont déjà présélectionnées et que vous devez embarquer dans vos flux. Mais vous avez aussi en dessous toute la liste des dimensions qui sont disponibles dans cet environnement, dans cet univers, et que vous allez pouvoir sélectionner. La sélection se fait de manière très simple, il suffit juste de cliquer dessus, ça va sélectionner la dimension en question. Donc si je descends un petit peu plus bas, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de dimensions qui sont disponibles. Vous avez la possibilité bien évidemment de tout prendre. Vous avez un petit bouton à droite qui vous permet de tout sélectionner, ou de tout désélectionner, pardon. Donc là, j'ai pris par exemple tout ce qui concerne les analyses de géolocalisation. Je vais prendre également les analyses de navigation, les analyses d'OS qui sont assez intéressantes. La page d'entrée, vous avez également tout le chapitrage qui est proposé. Ici, je ne vais pas le prendre, mais si vous utilisez la notion de chapitre, ça peut être très important pour reproduire les parcours de navigation
La page de sortie, vous avez également toute une série de plugins, les rayons, la source bien évidemment, données principale et très importante de ce flux, le support qui est aujourd'hui une information primordiale, et vous avez également les visiteurs identifiés. Donc vous avez les visiteurs identifiés numériques et vous avez les visiteurs identifiés texte. Si vous ne savez pas lequel vous avez utilisé dans l'implémentation de votre marquage, vous pouvez tout simplement utiliser la dimension visiteur ID qui va aller récupérer l'un ou l'autre. C'est très très pratique. Et vous avez aussi le visiteur unique ID au sens cookie, du coup, qui vous est proposé. Alors, lorsque on a sélectionné la totalité des dimensions, vous pouvez le voir ici, vous avez une URL qui se construit en bas de l'écran, exactement de la même manière que Data Query. Dès que vous allez sélectionner une nouvelle dimension, ça va venir se rajouter. Vous avez deux formats disponibles, le format JSON ou le format CSV. Vous pouvez le changer soit dans l'URL à la volée, soit ici dans l'interface. Et vous avez donc la possibilité de télécharger un fichier test avant d'enregistrer ce flux et de commencer à l'appeler. Ce qui est très intéressant puisque ça va vous permettre de confirmer le marquage de certaines dimensions que vous allez utiliser. Puisque parfois tout n'est pas correctement marqué ou n'est pas renseigné. Alors je passe sur Notepad parce que je trouve que la lecture est plus pratique. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez énormément. Alors attendez, hop. Voilà. Vous avez énormément de visites puisque une ligne va correspondre à une visite. Donc, si vous avez sur l'heure qui vient de passer 500 000 visites, alors dans votre fichier que nous allons vous renvoyer, vous allez récupérer la totalité de ces visites. Vous n'avez pas de limitation en termes de nombre de lignes, ce qui est le cas dans Data Query par exemple, et ce qui peut être problématique lorsqu'on essaye de récupérer la totalité des informations. Donc, une ligne par visite et cette ligne-là va contenir tous les attributs qui sont propres à cette visite. Donc vous avez bien évidemment l'ID de la visite qui est un élément très important pour pouvoir essayer de réconcilier les données. Donc vous l'avez, c'est un ID propre à Internet qui est généré par nos soins. Vous le retrouvez systématiquement, il est forcé et il est obligatoire dans tous les flux. Et cet ID-là, il va vous permettre de refusionner en fait les informations entre les différents univers que vous allez extraire. Ensuite, libre à vous de choisir les informations des visites par rapport à vos projets, par rapport à vos use cases. Nous, très concrètement, on évite toujours de conseiller à nos clients de tout récupérer, puisque ça peut très très vite représenter un volume de données énorme, d'où cette interface qui vous permet de sélectionner vraiment dimension par dimension celles qui vous seront intéressante et pertinente. Et sachez que du coup, une fois que vous avez enregistré votre flux sur l'interface, vous allez pouvoir le faire évoluer, le modifier dans le temps, ce qui va vous permettre d'avoir totalement la main sur la gestion et la configuration des flux sans que vous ayez à passer par quelqu'un Data Internet via par exemple un consultant au centre support. Donc vous avez une autonomie totale et complète. Par contre, faites attention, lorsqu'un flux est déjà en place et qu'il est utilisé et les appels sont automatisés, si vous modifiez l'URL par la suite, ça risque d'avoir des effets assez conséquents derrière dans toute la chaîne de traitement de la data. Donc, on vous met un message d'alerte à ce moment-là pour vous dire êtes-vous bien sûr de vouloir modifier l'URL pour que vous puissiez anticiper également les répercussions que la modification peut avoir derrière, ce qui fait qu'on garde en fait 7 jours de marge pour que cette modification puisse être prise en compte. Alors, si je retourne à mon écran principal au niveau des univers, j'aimerais également vous montrer l'univers des événements qui, comme je le disais tout à l'heure, est un des éléments, un des univers les plus importants. Vous avez ici dans la liste des dimensions obligatoires, donc comme je disais tout à l'heure, l'ID de la visite, mais vous avez aussi différents attributs comme la position de l'événement. La position de l'événement, c'est une information que vous n'avez nulle part ailleurs, que vous allez trouver dans Dataflow, qui va vous permettre d'ordonner la façon dont les visiteurs ont cliqué sur des liens ou ont vu certaines pages. Donc vous allez finalement pouvoir recréer la totalité du parcours de navigation utilisateur par utilisateur et voir dans le détail son comportement de manière chronologique. Vous avez également ce qu'on appelle un timestamp qui est un format standard Unix qui correspond à un format en seconde depuis le 1er janvier 1970. C'est un format qui est standard et utilisé dans la plupart des projets Big Data.
Et vous allez avoir donc des métriques liées au chargement de page ou à des clics. Ces métriques-là seront toujours égales à 1 puisque on va détailler chaque clic sur une ligne ou chaque chargement de page sur une ligne. Vous avez ensuite la totalité des custom analysis, si jamais vous avez des modèles sur mesure. Vous avez donc, comme je le disais tout à l'heure, les clics d'ergonomie avec le chapitrage, le niveau 2. Vous avez aussi les objectifs, bien évidemment, qui sont très intéressants. Les analyses de moteurs de recherche interne, si jamais vous utilisez cette fonctionnalité. Vous avez ensuite les pages, donc je vais juste prendre page sans prendre le chapitrage. Vous avez également tout ce qui va être indicateurs globaux, donc si vous les avez tous sélectionnés, je vais essayer ici de voir s'ils sont bien alimentés. Et encore une fois, avant de pouvoir enregistrer et sauvegarder votre flux, vous allez pouvoir télécharger un fichier test qui va se lancer sur la première heure de la journée en cours. Donc là, on va récupérer tous les événements de toutes les visites qui ont eu lieu entre minuit et 1h du matin cette nuit. Alors, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de données. Alors, je vais passer sur le format ici. Voilà, donc comme je vous le disais, vous avez en libellé en première ligne le nom des colonnes et vous avez soit des pages, soit des clics. Les informations sont mélangées en fait dans le fichier. Ce qui va vous permettre de différencier l'information, ce sont les deux métriques chargement et hop, je l'ai plus. Non, je le vois pas. Chargement et hop, je reviens, excusez-moi. Chargement et clic, voilà, bien évidemment, qui seront soit remplis et égal à 1 pour dans la colonne clic ou remplis ou égal à 1 dans la colonne chargement. Si c'est 0, c'est que c'est l'autre partie qui est concernée. Voilà, donc sachez que vous retrouvez également ce fameux Visit ID ici, qui va vous permettre de réconcilier le fichier par exemple de l'univers visite avec le fichier de l'univers événement. Et lorsque vous allez réconcilier ces deux fichiers, vous allez du coup avoir une vue totale de tous les attributs uniques à la visite, mais également de toutes les actions qui ont été réalisées par ce visiteur au cours de cette même visite. Vous pouvez bien évidemment l'enrichir après avec toutes les autres analyses que nous proposons. Donc comme on l'a vu au début, si vous utilisez du Rich Media, vous allez pouvoir donc y rajouter tous les contenus Rich Media qui ont été consommés par le visiteur. Vous allez pouvoir aussi analyser en détail les produits ou les commandes qui ont été vues ou les campagnes de display qui sont marquées sur votre environnement. Vous avez vraiment la totalité des informations qui vous seront utiles pour pouvoir réconcilier le parcours du visiteur. Alors, une dernière information qui est assez importante, lorsque vous allez configurer un flux sur un site, vous aurez dans notre interface un blindage qui ne vous autorisera à avoir qu'un seul site actif par univers par site. Donc, si vous avez créé un flux visite, que vous l'avez configuré, que vous l'avez enregistré, que vous l'utilisez, vous ne pourrez pas en créer un deuxième identique ou presque identique. Vous allez avoir besoin de réutiliser celui qui a déjà été créé. Donc, c'est pour ça que vous avez dans la liste ici des flux le nom du créateur du flux, de manière à ce que vous puissiez éventuellement contacter cette personne-là pour envisager de faire évoluer le flux en question. Et vous avez ici aussi l'information par rapport aux dernières dates, par exemple, de modification. Sachez que par défaut, lorsque vous souscrivez à l'option Dataflow, elle est uniquement affichée sur le compte de l'administrateur et c'est l'administrateur qui va donner les droits en affichage de l'application aux personnes qui seront amenées à travailler dessus, puisque potentiellement, c'est une configuration assez sensible. C'est un petit peu comme notre application Data Manager. Il faut peut-être faire attention au déploiement de l'application sur tous les comptes de vos utilisateurs. Voilà pour la démonstration. J'espère que c'était clair. Je crois qu'il y a énormément de questions. Donc, on va essayer de terminer sur les quelques slides qui nous restent avant de passer sur les questions. Donc pour résumer, Dataflow, c'est finalement une API, une interface. C'est une API moderne qui est vraiment qui reprend tous les codes de notre API Data Query. C'est une API donc qui est extrêmement détaillée puisqu'elle va vous fournir la totalité des actions de tous les visiteurs qui sont venus sur vos sites, pardon. C'est une API
qui est extrêmement complète et c'est en ça qu'elle est très puissante, c'est qu'elle va vous transmettre la totalité des informations. Vous n'aurez pas à gérer de pagination ou quoi que ce soit. Et c'est une API qui est extrêmement fiable puisque le format de données en sortie vous permet très simplement de calculer des métriques par-dessus et de trouver des informations assez précises qui seront actionnables. Alors, n'oubliez pas que nous avons toute une équipe de consultants qui peuvent aussi vous aider dans la démarche de vos projets, dans la mise en place de vos projets. Ici, un exemple d'une prestation qui a été réalisée il y a pas longtemps. Le consultant à Internet a pris en main le projet en faisant donc une expression de besoin pour savoir déjà comment est-ce que votre site est marqué et quelles sont les informations dont vous allez avoir besoin dans le cadre de ce projet. De transformer bien évidemment ces besoins-là en appel API de manière à commencer à créer les URL sur l'application Dataflow, de valider avec le client donc le format des données et tout ce qui a été sélectionné dans l'application, avec la documentation des dimensions, puisque on est souvent face à des personnes qui vont exploiter la data, mais qui n'ont pas forcément une connaissance très avancée du digital analytics. Les profils de type data scientist connaissent énormément de choses, mais ne viennent pas forcément du monde de l'analytics au départ. Et c'est vrai que on a quand même beaucoup de règles de processing qui sont assez spécifiques qu'il faut pouvoir comprendre avant d'exploiter correctement la donnée. Et une fois que ces requêtes sont validées, que la documentation est comprise, alors on va pouvoir valider toutes les requêtes avec ces personnes-là, de manière à, par exemple, comparer entre ce qui est calculé dans l'outil de BI avec les données que vous avez dans Data Query, et vous confirmer que vous êtes bien en train de calculer correctement ces valeurs-là. Et nous pouvons ensuite mettre en place un monitoring dédié, de manière à pouvoir suivre la gestion de la consommation de l'API, la gestion des erreurs, et vous conseiller éventuellement dans des optimisations. Voilà, pour finir, quelques petits conseils. Dans la mise en place de ces projets, ce qui est très important, c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire avec la donnée derrière. La puissance d'extraction n'est rien si vous n'avez pas de cas métier précis à tester et à mettre en place. Avant de vous lancer dans de l'automatisation, vérifiez également que les données que vous êtes en train d'extraire soient correctement marquées et qu'elles soient correctement calculées. Et commencez du coup sur un périmètre volontairement limité. Ça, l'application est parfaite pour vous aider à le faire de manière progressive, de manière à pouvoir valider les hypothèses que vous avez imaginées avant d'industrialiser le projet et d'automatiser les appels API. Voilà, donc on va passer sur les questions. Alors, je vais les découvrir. Alors, est-il possible de récupérer des données non prévues dans les flux pour une analyse ad hoc? Alors, il faut au préalable créer un flux dans l'interface et il faut l'enregistrer pour que ce flux-là puisse être appelé dans l'API. Mais par contre, vous avez vu, ça prend quelques secondes à configurer. Vous sauvegardez le flux et vous pouvez appeler instantanément l'appel dans l'API. Alors, est-il possible de connecter Dataflow au format JSON à une solution de BI via une API Postman ou autre? Alors oui, effectivement, vous allez pouvoir utiliser des systèmes qui vont pouvoir requêter automatiquement l'API Dataflow et qui vont vous permettre après de pouvoir récupérer ces données. Alors, il y a énormément de formats différents, il y a énormément de mécanismes différents, mais sachez que si vous avez des besoins très spécifiques par rapport à des outils en particulier, n'hésitez pas à contacter notre centre support. On a des consultants qui sont experts sur le sujet qui pourront vous aider. Alors, peut-on retrouver les indicateurs globaux dans l'environnement visite? Alors non, les indicateurs globaux sont dans l'environnement événement. C'est la façon dont les informations sont stockées chez nous et on ne peut pas faire de croisement de manière aussi flexible que ce qu'on a dans Data Query, puisque en fait
ce cloisonnement en univers va nous permettre justement d'être extrêmement performants sur l'extraction de la donnée. Si on venait à croiser des informations qui sont contenues dans plusieurs univers, alors on rebascule sur une démarche plus proche de la démarche multidimensionnelle de data query, et à ce moment-là, les performances en seraient dégradées. Mais c'est pour ça que vous avez toutes ces clés, que ce soit le visiteur ID, que ce soit la visit ID, le timestamp, qui doivent vous permettre de pouvoir reconnecter en fait tous ces différents fichiers entre eux pour créer qu'un seul référentiel unique. Alors, est-ce qu'un environnement visiteur est prévu? Alors, pas d'environnement visiteur à proprement parler. Le visiteur Unique ID est par contre disponible dans le flux visite, mais à terme, c'est peut-être quelque chose qui évoluera effectivement dans ce sens, mais pas pour le moment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous mets en dernier écran mon mail avec, il manque un R à mon nom, c'est terrible, pardon. Donc n'hésitez pas à m'adresser un message si jamais vous souhaitez discuter un petit peu plus en détail des projets que vous avez chez vous. Sachez qu'on peut vous ouvrir un test sur Dataflow d'un mois sur le site de votre choix. Donc je vous conseille de prendre le site le plus volumineux de manière à ce que vous puissiez vraiment voir la performance de cette API-là en termes d'extraction. Et nos consultants, bien évidemment, restent à votre disposition aussi via le centre support pour toute question éventuelle. Alors, dernière information non négligeable, le support sera donc publié sur SlideShare dans quelques jours, je pense d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Et pareil pour l'enregistrement de la visite, de la vidéo, pardon, excusez-moi. Vous allez recevoir un mail avec le lien pour y accéder sur notre chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez apprécié la découverte de cette nouvelle API Dataflow, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir.